Hey coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interviewe pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute! À toutes mes copines et collègues créatrices, bonjour, Madeleine, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation à venir partager ton expertise et tes conseils avec les auditrices de Créatrice Power. Tu es graphiste, on te retrouve sur le Mado Studio et podcasteuse aussi puisque tu viens de lancer ton podcast Chromatica. Et si aujourd'hui tu es à mon micro, c'est parce que tu as accepté de venir parler aux créatrices et entrepreneuses créatives de l'importance d'une identité visuelle cohérente et d'un branding aligné. Avant de me lancer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander, Madeleine, de bien vouloir te présenter et de nous expliquer en quoi ton travail consiste et ce que tu fais pour mettre en avant toutes ces jolies marques et ces jolies personnalités. Eh ben déjà, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait très plaisir d'être là. Donc moi, c'est Madeleine de Mado Studio. Je suis graphiste depuis déjà 14 ans. Et freelance depuis 7 ans exactement, et je travaille principalement pour des entrepreneurs et des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, et quelques ONG également. Et du coup, moi, mon travail consiste à traduire en images des concepts que mes clients peuvent avoir, des valeurs, raconter des histoires et aider du coup mes clientes à transmettre un petit peu tout ça via de belles identités visuelles. Merci Madeleine. Alors, je te propose, pour que tout le monde parte avec les mêmes bases, de bien vouloir nous expliquer, avant de commencer, en quoi ça consiste une identité visuelle et c'est quoi le branding. Souvent, je t'avoue qu'on entend ces deux notions, mais la plupart des fois, je pense que les gens utilisent l'une pour l'autre ou l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un. Et au final, je crois qu'il y a beaucoup plus de confusion que de vraie compréhension. Alors, c'est vrai que c'est deux concepts qui sont complètement confondus et pourtant, l'un fait partie de l'autre, étant donné que l'identité visuelle fait partie d'une stratégie de branding. C'est-à-dire que l'identité visuelle va être une partie du branding. Donc, dedans, on va retrouver tout ce qui est logo, palette de couleurs, typo, éléments illustrés, etc. Et le branding, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus large qui va englober tout ce qui va être, du coup, identité visuelle, identité sonore, photographie, vidéo, scénographie, déco d'intérieur, etc. Et tout ça, en fait, va faire partie d'une stratégie. Voilà. Et après, en troisième concept, on a le personal branding, qui est lui aussi une stratégie de branding, mais un peu plus personnelle. Eh bien, merci. On va y aller, on va se lancer et on va décortiquer un petit peu tout ça et surtout voir en quoi le fait de connaître et de maîtriser ces notions va permettre aux créatrices et entrepreneuses créatives de mettre encore un petit peu plus leur création en avant et donc pouvoir les vendre mieux. Alors, j'aime bien partir sur des imaginons que mise en contexte. Imaginons que je lance ma marque. Alors, on parlera du cas où la marque a déjà été lancée et on part sur un changement plus tard, mais imaginons que je lance ma marque. À quel moment de son élaboration je dois commencer à décider d'une identité visuelle? Est-ce que je fais ça au tout début ou est-ce que je fais ça après avoir déjà réfléchi à ma cible, à mon business plan ou peut-être à la toute fin? Je sais que ça fait partie des choses qu'on a envie de penser depuis le début, mais je me demande si c'est pas contre-productif. Alors, le mieux, c'est quand même d'avoir des fondations solides. Quand on veut créer un business, une marque, que ce soit de la vente en ligne ou de la prestation de service, il faut avoir une base super solide, savoir où tu veux aller, quelle va être ta clientèle, qui va être ton client cible, à qui tu veux parler, quelles valeurs tu veux transmettre, etc. Et là, ça va être vraiment le moment, une fois où tu as tous ces éléments, que tu vas vraiment pouvoir réfléchir à une stratégie graphique et à une stratégie de branding. Parce que sans ça, en fait, que tu le fasses toi-même ou que tu fasses appel à un professionnel, on va être incapable de traduire le bon message. Et donc, tu vas peut-être créer quelque chose qui va pas aller dans le sens de ce que tu veux faire avec ton biz. Et donc, tu vas attirer la mauvaise clientèle ou tu vas tout simplement manquer des ventes parce que tu vas pas parler à la bonne personne. Du coup,
C'est mieux d'avoir fait tout ce travail-là, mais généralement, c'est un travail qu'on fait quand on veut que son biz fonctionne dès le début. Ça, on peut pas passer outre. Une fois qu'il y a tout ça, tu peux contacter quelqu'un ou tu peux te renseigner sur comment faire toi-même. Alors justement, quand on se lance, souvent on essaye un petit peu de minimiser les coûts. Et ma question était de savoir si est-ce que travailler son identité visuelle, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même avec les outils gratuits qu'on a à disposition. Bon, alors, on est d'accord que ce sera jamais aussi bien fait que par un professionnel, mais est-ce que c'est quelque chose qui s'envisage ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être contre-productif dans le sens où on risque très vite de basculer dans des typographies qu'on a déjà vues 100 fois, des couleurs qui sont peut-être pas les couleurs qui seraient indiquées pour ce genre d'entreprise. Est-ce qu'on peut faire ça soi-même et dans quelle mesure? Et est-ce qu'alors on pousse ça jusqu'au bout ou est-ce qu'on fait juste les bases et on attendra de clarifier après? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, tu peux potentiellement faire les choses toi-même. Je pense par exemple à Canva ou Canva, parce que ça dépend comment les gens le prononcent aujourd'hui. C'est pas une plateforme indiquée pour faire un logo, par exemple. Cependant, pour commencer, pour faire des visuels qui sont un tant soit peu corrects, ça peut le faire. Après, c'est sûr qu'il va falloir quand même faire des recherches sur la typographie, sur les couleurs, etc., pour avoir un semblant de message correct. Alors, quand on n'a pas pour prétention de devenir une multinationale, c'est pas du tout grave de ne pas faire appel à un professionnel tout de suite. Cependant, quand on a envie vraiment de conquérir un marché qui va être concurrentiel, etc., c'est quand même important, je pense, de se faire accompagner. Il y a moyen de se faire accompagner à moindre coût. Par exemple, moi, j'ai une offre où je donne simplement des conseils. J'étudie le projet. Je propose des palettes de couleurs. Je vais proposer des associations de typographie, des idées de photos, etc. Donc ça, c'est une petite offre à moindre coût pour commencer. Et après, par contre, j'ai mon offre signature qui, pour le coup, est beaucoup plus onéreuse et où là, je prends vraiment en charge toute la création. Donc, il y a toujours moyen de trouver une manière de faire, mais après, c'est clair que c'est un investissement qui me semble quand même nécessaire. Je suis tout à fait. Alors, quand je me suis lancée dans mon entreprise créative que j'ai eue pendant quelques années, pour moi, l'identité visuelle, c'était la chose la plus importante à laquelle il fallait penser. Et c'est toujours, enfin, ça fait partie des choses les plus importantes, mais je me suis lancée sans avoir réfléchi à ma cible, à qui je voulais m'adresser, à qui je voulais vendre mes créations. Et donc, je me suis retrouvée à répondre à un questionnaire de cette nana que j'avais trouvé sur Etsy à l'époque, à répondre un peu à côté de la plaque, sincèrement, parce que moi, j'avais juste en tête mes modèles, ce que j'avais envie de vendre et j'avais pas du tout encore fait cette étude un peu plus entrepreneuriale du marché. Et je me suis trouvée avec toutes des couleurs. Alors, quand on les voyait sur le logo, c'était très sympa. Mais aucune d'elles n'était utilisable pour faire des visuels parce que c'était soit beaucoup trop sombre, soit je n'arrivais pas à les mettre ensemble. Et ça donnait effectivement une image, je trouve, très poussiéreuse de la marque que j'avais, alors que c'était pas forcément l'image que j'avais envie de renvoyer. Tout ça pour rebondir sur la première question où on parlait de quand est-ce qu'on y réfléchit et surtout aussi de l'importance de comprendre que il va falloir être clair dans ce qu'on explique aux professionnels qu'on va contacter pour être certain d'avoir une traduction de ce qu'on attend qui soit vraiment à la hauteur de nos attentes et des valeurs qu'on a envie de faire incarner à cette marque. Alors, tu parlais de plusieurs choses par rapport à cette identité visuelle. On parlait des couleurs, on parlait de la typographie, on parlait du logo. Dis-moi un peu, au niveau des couleurs, est-ce que c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont plus indiquées que d'autres dans certaines situations? Est-ce qu'on peut pas casser ces codes ou est-ce qu'il y a vraiment une règle malgré tout à suivre? Alors, il n'y a pas vraiment de règles, mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que les couleurs ont une influence sur nos émotions. Donc, en termes de psychologie, ton cerveau va prendre le dessus par rapport à certaines choses. Et donc, si tu vois, par exemple, il y a une couleur qui est très indiquée dans tout ce qui va être informatique, etc., etc., c'est le bleu. Le bleu, il faut savoir que c'est la couleur dans laquelle les gens ont le plus confiance. Pourquoi? Parce que ça te rappelle à des trucs genre le ciel, la mer, que sais-je encore. Et du coup, tu sais, ça provoque une réaction, comment on peut dire ça, viscérale en fait, où ça provoque des petites choses dans ta tête. Et donc forcément, c'est pas dangereux. Ça a l'air gentil, donc t'y vas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, j'ai une anecdote sur les fast-food aux États-Unis. T'as certains fast-food, ils peignent les murs en orange parce que du coup, en fait, c'est une couleur qui est l'orange, c'est une couleur qui est insupportable. On va pas se mentir. Quand il y en a partout,
sa petite touche, c'est cool, mais quand il y en a partout, c'est pas chouette. Et donc, ils ont peint les murs en orange pour que les gens sortent plus vite du restaurant. Ah ouais. Donc ça va vraiment jusqu'à influencer les gens inconsciemment, quoi. Voilà. Et par exemple, tu vas avoir la couleur rouge. Alors, moi, j'adore la couleur rouge. C'est une couleur qui est géniale. Mais t'as beaucoup de gens qui vont te dire qu'en fait, c'est trop violent comme couleur. Et c'est vrai, tu peins pas le mur de ta chambre à coucher en rouge parce que tu ferais des cauchemars, tu serais excité, enfin, ça n'irait pas. Là, je digresse un petit peu dans la décoration intérieure, mais c'est pour te montrer qu'il y a vraiment une influence sur la psychologie. Tu sais, le rouge, on y pense, c'est tout ce qui va être viscéral, l'urgence, le sang, les choses pas cool. Donc, du coup, ça a utilisé avec parcimonie, par exemple. Après, je pense que toutes les couleurs peuvent être utilisables suivant les autres couleurs avec lesquelles elles vont être introduites dans une identité visuelle. Mais c'est sûr que tu vas pas utiliser du rose si, par exemple, tu veux vendre, je sais pas moi, des affaires pour la chasse. Ok? Ouais. Potentiellement, si tu te niches, mais si tu te niches vraiment très bien, et ça va être une toute petite niche pour les femmes qui aiment les strass et les paillettes sur leur fusil, pourquoi pas? Et je sais que cet exemple est horrible, mais c'est le seul truc super masculin qui me vient à l'esprit. Tu vois, forcément, il y a quand même des choses à faire. Il y a encore des codes. C'est sûr qu'il y a des codes à casser. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'essaye énormément de ne plus rentrer dans la genrification du bleu et du rose. J'adore utiliser du rose sur certains projets parce que c'est une couleur qui est géniale. J'adore utiliser du violet. Et en fait, faut juste savoir quand les utiliser, avec quelle tonalité et comment les introduire. Alors, tu me parles de tonalité et je visualise, tu vois, cette palette où tu as tous les roses, tu vois, il suffit de déplacer le curseur et tu as le code X ou n'importe quel code de la couleur. Comment tu fais pour savoir ce qui existe et ce qui va bien aller? Moi, c'est quelque chose, j'arrive pas à concevoir. Il y a tellement de choix. Alors, j'avoue qu'aujourd'hui, tu as des outils pour trouver les couleurs, mais surtout, il faut se faire, enfin, quand t'es graphiste, il faut aussi se faire confiance, tester des choses, et parfois, il y a des trucs qui ne fonctionnent, mais alors, pas du tout. T'as parfois des cacophonies colorimétriques qui sont horribles, et parfois, en fait, c'est juste que c'est agréable à regarder. Et quand toi, déjà, tu te dis, OK, là, franchement, c'est beau, ça passe bien, tout fonctionne, c'est cool, tu sais que t'as trouvé la bonne palette. Alors après, il y a un truc que on fait tous, graphistes, enfin, je l'espère du moins, c'est vérifier en fait si les couleurs fonctionnent entre elles, savoir si quand tu mets telle couleur sur telle couleur, ça va être lisible, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Donc voilà, ça reste quand même du boulot, mais c'est pour ça qu'il y a notre métier. Ah non, non, mais ça c'est sûr. Et dis-moi, on parle de palette de couleurs. Sur combien de couleurs on part pour avoir quelque chose de cohérent? Alors, la base, je dirais que c'est déjà 5 couleurs, sachant qu'il vaut, enfin, je n'inclus pas le noir et le blanc dedans, puisque ce ne sont pas des couleurs. Mais 5, c'est bien. Faut toujours avoir des couleurs plus claires pour venir contraster avec des couleurs un peu plus soutenues. Mais 5, c'est correct. Ok. Et alors, niveau de la typographie, ça aussi, c'est un mystère pour moi. Moi, je sais que bah, forcément, avec l'existence d'outils dont tu parlais tout à l'heure, comme Canva, moi je dis Canva, tu aperçois des visuels qui sont, je vais pas dire les mêmes, mais en tout cas, tu reconnais cette écriture. Tu les vois passer sur Insta et tu te dis, ça, cette typographie, je l'ai déjà vue 46 000 fois. Comment, alors j'imagine qu'il y a des outils, mais comment est-ce que toi, tu fais en tant que professionnel, sans nous dévoiler tes secrets évidemment, hein, mais comment est-ce que tu fais pour associer des typographies et faire en sorte que ce soit harmonieux? Alors, c'est un petit peu comme du coup les couleurs. Il n'y a pas tellement de secrets. Ça se fait à l'œil, vraiment. Par contre, il y a une chose qui est super importante, c'est que suivant l'entreprise, suivant ce qu'elle vend, suivant les services, suivant le mood dans lequel la personne veut aller, tu choisis pas les mêmes typos en fait. Il y a plusieurs types de typographie. Tu vas avoir tout ce qui va être script, serif, sans serif, etc. Et en fait, dès le début, quand tu reçois le brief du client, tu sais à peu près vers quoi tu vas t'orienter. Et pour moi, les typos, c'est exactement pareil que la couleur et tout le reste, en fait. Ça délivre un message super important. Et la typo, c'est toujours source de discorde, hein, partout. Enfin, les gens n'y font vraiment pas gaffe, alors que clairement, ça donne tellement de détails sur les valeurs d'une entreprise ou sur les ambitions d'une boîte.
faut vraiment les choisir très correctement. Et donc oui, enfin moi j'avoue que je sais exactement ce que je veux comme type de typo et après je fais des tests. Voilà. C'est fou parce que je t'entends parler et j'ai vraiment l'impression que tu me parles de haute couture. Tu vois, ce côté très. Mais non, mais je t'entends parler et en fait, il faut qu'on ait un don. Enfin, tu vois, et ça se travaille, ça s'étudie, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il faut un regard esthète avant de commencer, tu vois, pour saisir ce genre de choses. Un peu comme quelqu'un qui voudrait lancer sa marque de vêtements. C'est quelque chose où tu sais que ça va pas aller avec ça, mais t'as des gens pour qui c'est pas du tout évident. Bon, tu me diras, c'est pour ça que chacun son métier, mais Mais t'as des graphistes aussi, hein, pour qui c'est pas évident. T'as des graphistes qui vont simplement recracher ce qu'ils ont appris dans une formation ou ce qu'ils ont vu sur Internet. Après, c'est là où moi, je me considère un peu avec un côté assez artistique, dans le sens où oui, je pense avoir ce regard esthète, comme tu dis. Et c'est marrant parce qu'on me l'a déjà, enfin, quelqu'un m'a déjà fait la réflexion. Et c'est très rigolo parce que le côté haute couture, je sais pas du tout si t'as lu la bio sur mon site internet. Mais il y a Vivienne Westwood qui est citée dedans. Et du coup, oui, pourquoi ça ne m'étonne effectivement. pas? Merci beaucoup. Je l'incarne, c'est bien. Mais oui, oui, je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de recul aussi artistique et un petit peu de sens esthétique, en fait, quand tu fais du graphisme. À mon sens, tu ne peux pas faire quelque chose qui est beau et pratique et qui délivre le bon message si t'as pas un petit regard critique sur ton taf, mais sur tout ce qui se fait autour aussi. C'est l'analogie qui m'est venue. C'est vraiment la haute couture. Quand je t'entends parler, c'est vraiment ça. Et alors, donc on a parlé de couleurs, de typo. Et alors, le logo. Alors moi, j'ai déjà lu qu'il fallait un logo, qu'il fallait pas de logo, qu'une écriture, le nom de la marque avec une typo particulière, ça suffisait. Qu'est-ce qu'on en fait de ce logo? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile pour tout le monde? Est-ce que pour les créatrices, c'est utile ou pas forcément? Comment est-ce qu'on fait, encore une fois, bon, ça c'est à chacun de créer le sien, mais de manière générale, comment est-ce qu'on fait pour arriver à quelque chose d'utile et qui va servir sa marque? Alors, le logo, c'est pareil, c'est un sujet de Discord. Moi, je fais partie de l'école qui pense que ce n'est pas forcément utile. Et surtout en 2024, quand on sait qu'aujourd'hui, bah, tu peux faire passer ton message par beaucoup d'autres choses. On est à l'époque où la photographie, l'image, etc. prend une place énorme et où on arrive à reconnaître une marque simplement parce qu'on va reconnaître ses couleurs. Je voudrais pas retomber dans cet exemple-là, mais je vais le reprendre encore une fois. Si je dis bleu et que je dis jaune, j'ai même pas besoin de donner le nom. Les Ikea. gens, voilà, les gens savent de qui je parle. C'est une marque qui n'a même plus besoin d'écrire son nom, en fait. C'est Ouais. fini. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir un logo. Il n'y a pas besoin d'avoir une illustration dans son logo. Et ça, j'aimerais en fait ne plus jamais le voir, vraiment. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut bien bosser son branding. Si on veut avoir un logo, c'est tout à fait possible d'en faire un. Si on veut un logo illustré, c'est tout aussi possible d'en faire un aussi. Mais il faut que ce soit fait en cohérence avec le projet. Je pense que dans tous les cas, dans le graphisme et dans le branding, le maître mot, c'est cohérence. Faut penser global, faut penser représentation. Quand on fait un logo, alors si on a envie d'avoir un logo, il faut absolument penser au fait, et ça, je voudrais vraiment le marteler, qu'un logo, ça se lit en grand, mais ça se lit aussi en très petit. Parce que demain, tu dois envoyer une facture à un client, tu veux mettre ton logo dessus. Si le truc ressemble à une tâche, c'est loupé. Et par contre, il y a une chose. Alors, ça, je le ramène du monde de la musique et je l'ai toujours gardé dans un coin de ma tête. Je pense que c'est potentiellement le meilleur conseil que je peux donner. Un logo, il faut qu'il soit mémorable. Et pour qu'il reste mémorable, il faut qu'une personne puisse le redessiner très facilement. Par exemple, dans le monde de la musique, on m'a toujours dit, si tu veux qu'un groupe, puisqu'avant j'étais graphiste dans le monde du métal, si tu veux qu'un groupe, son logo, il soit impactant, il faut qu'un gamin avec un Posca puisse le refaire facilement en 5 minutes sur son ISPAC. Ah ouais. Et c'est là où tu sais que tu as réussi et que ton logo, en fait, ils vont pouvoir le mémoriser facilement. Par exemple, pour te donner un exemple dans la musique, Rammstein, Linkin Park, Limp Bizkit, etc. Alors certes, leur logo, ils payent pas de mine par rapport à d'autres groupes, mais par contre, tu sais le redessiner sur une feuille, là. Voilà. Ah, Bah c'est ça, fou c'est un ça. bon logo. C'est dingue. C'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et l'exemple que tu donnais tout à l'heure sur le fait que si en tout petit c'est vilain, mais ça ne sert à rien aussi. Mais j'avais jamais pensé à ça comme ça. Eh bien, écoute, disons que maintenant on part sur, imaginons que le deuxième,
on parte sur une situation où une marque existe déjà, et donc elle a déjà, de manière plus ou moins artisanale ou pas, une identité visuelle, et qu'elle décide de changer, de la modifier, de la moderniser. Quand est-ce que c'est judicieux de faire ça? Parce que j'ai l'impression que souvent, ça se fait un peu au hasard ou parce qu'on en a un peu marre, on s'est lassé, donc on passe à autre chose. Mais est-ce qu'il y a des moments stratégiques plus judicieux pour faire un changement d'identité visuelle et est-ce que ça va de pair avec autre chose? Et puis, comment faire ça de manière successful, quoi? Comment est-ce que on peut le faire sans perturber sa clientèle et savoir quoi garder et quoi ne pas garder? Parce que j'imagine, mais ça c'est toi qui vas nous dire qu'on change pas tout du jour au lendemain. Enfin, quoique peut-être, je ne sais pas. Mais donc, comment est-ce qu'on change son identité visuelle sans se foirer, en gros? Il n'y a pas de meilleur moment, je dirais. Il n'y a pas de moment indiqué, enfin du côté graphique, hein, je veux dire. Je dirais que le meilleur moment, c'est quand il y a un changement qui s'opère dans l'entreprise ou chez la personne. Il y a énormément de marques qui font un changement, qui pivotent à un moment donné, et je trouve que c'est très cool d'accorder le branding pour rester. Alors, je vais employer le mot de 2023 sur Instagram, très aligné avec son business. Mais c'est vrai, donc faut le faire. Le plus important, c'est de savoir pourquoi on le fait et dans quel sens on va. En fait, il faut reprendre les bases de ce qu'on a fait au début, refaire exactement la même chose au moment où on veut pivoter pour pivoter correctement au final. Parce que si tu changes tout pour repartir sur un truc qui veut rien dire et qui ne parle plus à tes clients, ça sert à rien. Si, admettons, tu veux, je sais pas moi, tu vends des bijoux. Ok, des bijoux à un prix très accessible. Et un jour, tu te dis, ok, par moi maintenant, je voudrais faire des bijoux un peu plus luxe. Donc viser une clientèle plus haut de gamme. Peut-être qu'en fait, il va falloir faire pivoter ton identité visuelle vers quelque chose qui transmet un feeling un peu plus luxueux. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait pour une cliente qui avait un branding, somme toute très correct, mais qui voulait vraiment aller parler à des hôtels de luxe, à des marques de lingerie de luxe, etc. On est parti sur une identité visuelle vraiment qui sentait l'hôtel Pullman, quoi. On était sur quelque chose. Alors, c'est un peu vulgaire. La vibe, c'était expensive sex, comme dans Emily in Paris. Voilà. Je vois, ouais, Voilà. je vois ce que tu veux dire. Il y avait c'est trop cher pour toi, on va dire ça comme ça. Et du coup, elle a repositionné son entreprise comme ça. On a repositionné l'identité visuelle. Elle a refait des photos qui allaient dans ce sens-là. Et en fait, tout s'est coordonné d'un coup. Et donc, forcément, ses clients sont arrivés en corrélation avec ça. Voilà. Donc, le tout, c'est de pas le faire d'un coup, de pas marquer une rupture nette. À mon sens, ça ne sert à rien de mettre son site en pause et de dire rebranding en cours, on se revoit bientôt, etc. Je pense que c'est la meilleure manière de paumer ses clients. Par contre, commencer à introduire la chose par des petits changements pendant qu'effectivement il y a un professionnel qui bosse sur le rebranding, c'est pas mal. Et puis surtout, en fait, ça va passer par beaucoup de choses. Ça va passer sur le ton de la marque, la photo. Le graphisme, ça c'est clair. Et puis la communication, il va falloir communiquer à fond sur le changement. Et puis voilà, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de marques qui se repositionnent tous les 4 matins pour suivre des tendances. Je pense à des tendances TikTok, à des tendances Instagram, etc. Et au final, toi, quand tu ouvres ton téléphone, tu tombes sur un post de la marque et en fait, tu sais plus si c'était cette marque-là que tu voulais suivre ou pas. Parce que hier, elle te parlait, mais aujourd'hui, en fait, t'es en mode OK boomer. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment le faire, encore une fois, le maître mot, en cohérence et avec un but. Et donc oui, quand on change de positionnement, forcément, c'est un des moments où tu vas devoir, je pense que c'est même indispensable, non, de changer cette identité visuelle. Mais souvent, c'est vrai qu'on a des exemples de changements qui se sont pas trop bien passés, où les gens se rappellent plus du changement que des nouvelles valeurs ou des nouvelles propositions Ouais. de la boîte, parce que peut-être justement ça s'est fait brusquement, on est passé du rouge au bleu, et puis la typographie a changé, et puis on change le nom aussi, et on en profite pour changer, et puis et comme tu dis, les gens ne s'y retrouvent plus. Et si on prenait maintenant la situation pour les créatrices et les entrepreneuses créatives, quels seraient, toi, tes conseils si elles, tu vois, imaginons, elles ont lancé leur marque et au début, forcément, tu te lances un peu comme moi j'ai fait et tu choisis des couleurs que t'aimes bien parce que c'est des couleurs que t'aimes bien et t'as pas toute cette réflexion, t'as pas ta réflexion sur la cible. Bref, tu vends tes créations, ça fonctionne bien et puis tu te sens plus trop aligné ou
c'est plus très cohérent, tu as envie de retravailler un petit peu tout ça. Quels seraient tes conseils pour le faire d'une manière qui ne soit pas perturbante pour la clientèle? Bah, déjà, je pense qu'il y a un truc à prendre en compte, c'est que quand tu es créatrice, même si tu vends une partie de ce qui sort de ta tête, il faut pas oublier que tu vas parler à des gens qui ne te connaissent pas forcément. Donc, je pense que même si c'est bien d'inclure des choses que toi tu aimes, ça peut parfois ne pas aller dans ton sens. Et c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Parce que c'est pas parce que toi tu aimes quelque chose que ça va parler à ta clientèle, etc. Donc après, pour pivoter, bah, faut simplement le faire un peu plus en cohérence, se repositionner déjà, première chose, se dire, ok, bon là j'ai envie de parler maintenant à cette clientèle-là, donc là je vois effectivement que dans mon identité visuelle, ça va pas trop fonctionner. En fait, je pense qu'il faut toujours, et ça c'est un truc que les graphistes, enfin que certains graphistes font, moi je le fais beaucoup, se placer du côté client. Si toi t'étais client de ton entreprise, qu'est-ce que t'aimerais voir et est-ce que ce que tu vois actuellement, ça te parle? Est-ce que tu irais acheter tes propres produits? Est-ce que si demain tu ouvres Etsy, par exemple, alors Etsy, c'est pas vraiment un bon exemple parce que t'as pas trop d'identité visuelle dessus, mais si tu ouvres Instagram, tu vois une créatrice, etc., tu vas sur son feed et en fait, ça te parle plus ou moins. Et puis hop, Instagram te propose une autre artiste qui fait à peu près la même chose, mais avec une identité visuelle qui vraiment te parle. C'est là où il faut se poser la question de, du coup, est-ce que du coup mon image correspond à ce que je veux dire, tu vois? Je me suis un Ouais. peu embrouillée, mais Non, non, je vois ce que tu veux dire. Non, non, mais c'est un très très bon conseil, c'est se mettre dans la peau au final de la cible et de voir un petit peu si de la manière dont tu vas aller les chercher, ben, c'est la bonne manière d'aller les chercher et d'aller les convaincre de venir chez toi plutôt que chez une autre. ouais, J'ai puis je pense paraphrasé ça correctement. il faut vraiment réussir à prendre du recul sur ton identité visuelle et vraiment, je pense quand même qu'il faut à un moment donné réussir à dissocier ton toi profond. Je vais donner un exemple ultra parlant. Moi, je suis une personne qui adore le black metal. J'adore aller faire des concerts de métal. J'ai une bague tête de mort sur le doigt. J'ai des yeux en terre cuite que je fais moi-même qui sont accrochés au mur. Et pourtant, quand on regarde mon travail, ben ça se voit pas. Il y a le côté rock and roll parce que ça, on me l'enlèvera pas. Mais par contre, dans mon travail, je suis une personne super colorée parce que c'est là où j'ai choisi de me placer. Parce que je ne veux plus travailler pour des black métalleux et des groupes de métal. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi se replacer et être un petit peu honnête avec soi-même pour qui tu veux bosser, à qui tu veux vendre tes produits et donc vraiment te créer une image en cohérence. Et puis parfois, tu as des gens qui vont à l'opposé total, comme moi, de ce qu'ils sont, parce qu'ils ont envie de travailler avec certaines personnes. Moi, j'ai envie de travailler avec des gens qui sont solaires, des nanas qui ont des projets super colorés, super ambitieux, et puis super engagés. Et donc, j'ai adapté mon identité visuelle en fonction. Parce que sinon, c'est sûr que j'aurais pas attiré ces nanas-là. Mais c'est fou que tu me le dises comme ça parce que j'ai préparé un épisode sur comment déterminer son nom, donc qui fait aussi partie de l'identité d'une marque, son nom de marque. Et Ouais, une des choses que je dis, c'est la même chose, c'est ton nom ton nom de marque doit te faire plaisir évidemment parce que c'est toi qui vas l'utiliser tous les jours. Mais il faut aussi se dire que c'est la première chose que les gens vont voir de ce que tu proposes et ça clairement. peut les arrêter. Rien qu'un nom peut les arrêter et se dire, oh non, non, c'est pas chez elle que Hmm. j'ai envie d'aller acheter. Donc, c'est tout à fait cohérent avec. Non, non, c'est sûr. Il Est-ce que, faut est-ce, réfléchir. est-ce que tu dis c'est très vrai par rapport à l'identité visuelle? C'est la première chose que les gens vont voir. On n'y pense jamais, mais tu peux avoir un produit qui est super. Et là, je te parle de produits qui soient physiques ou que ce soit un produit digital ou n'importe quoi. Tu peux avoir le meilleur discours de la Terre, etc. Ça change rien au fait que la première chose que les gens vont voir, c'est ton identité visuelle. Et ça, c'est négligé, mais à la puissance 5000 par tout le monde. Je reprends l'exemple d'IKEA. IKEA, c'est depuis l'autoroute que tu vois son identité visuelle. T'as pas besoin de chercher midi à 14h. Du coup, ça me semble être quelque chose quand même qu'il faut prendre en considération. Et puis il faut s'oublier parfois un petit peu. Quand ton but c'est de faire du business et de vendre tes produits, peu importe en fait que t'aimes les chèvres du Larzac ou que tu collectionnes les mugs en forme de chat, enfin, on s'en fout. Si ça correspond pas à ta cible, ça correspond pas à ta cible. Ça, tu le gardes pour toi. Non, non, c'est sûr. Non, non, Tu vois, je suis je d'accord. communique pas autour d'Harry Potter et pourtant, je suis une grande fan d'Harry Potter. Quelle maison? Serre d'aigle, la meilleure.
Quelle question. Alors, non, non, mais ce que tu dis est vraiment tout à fait pertinent et je pense que c'est très important de le rappeler, d'autant plus dans les entreprises créatives où on a tendance à associer la femme, je dis la femme parce que c'est souvent la femme, mais il y a des hommes aussi, mais la femme qui est la créatrice avec la marque, on a souvent une confusion. Et donc, Ouais. on a une confusion des valeurs, on a une confusion que ce soit les valeurs perso et les valeurs de la marque, on a une confusion de et on va se dire que ce que j'aime, ben, ça va être ma marque. Mais on doit, je pense aussi, apprendre à, comme tu dis, à dissocier les deux Mm, mm. et à se dire que c'est pas parce que nous, on est fan de, je sais pas moi, on est fan des chiens, imaginons, que ce chien doit être omniprésent dans nos visuels, dans la manière de, sauf si on en fait un élément de la marque pour X, Y raison, mais on peut aussi se détacher de ça pour penser à sa cible. Mais non, non, c'est très, très important de le rappeler. Et sur ces belles paroles, je te propose maintenant de plonger un peu dans le branding. Tu parlais de stratégie de branding tout à l'heure. Tu parlais du fait que l'identité visuelle fait partie de cette stratégie de branding qui, elle, va englober l'identité visuelle, sonore, les photos, etc. En quoi est-ce que ça pourrait être intéressant pour une créatrice ou entrepreneuse créative de développer cette stratégie de branding? Bah, ça lui permet de développer son univers et donc d'être encore plus reconnaissable et de pouvoir encore plus fidéliser le client parce que du coup, tu crées du lien avec avec un client. Il y a énormément de créatrices qui arrivent à développer un univers visuel, photographique, sonore, etc. autour de leurs produits. Alors, j'ai pas les noms en tête, mais je pense beaucoup à toutes les créatrices qui font des petits bijoux en bois ou tu sais, des petites broches, etc., qui ont un rapport énorme avec la forêt. Enfin, ça me fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux. Et ces nanas vont aller faire des photos, des autoportraits d'elles-mêmes, et elles traitent les photos, et puis il y a toujours une petite musique qui est choisie, etc., encore une fois, en cohérence avec tout ça. Et du coup, tu rentres dans un univers, et ça te donne envie d'acheter des produits, parce que du coup, tu arrives à établir du lien avec la personne. T'as la manière de parler, vraiment encore une fois, la photo, la vidéo, etc. Tout ça, ça te permet de donner une autre dimension encore à ta marque. Et du coup, je pense que c'est super important. Et au final, voilà, encore une fois, il faut avoir les bases, savoir où tu veux aller, comment tu veux vendre, qui est ta cible. Et en fonction, tu commences, pas obligé de commencer par l'identité visuelle, hein, c'est quelque chose que tu peux faire après. Mais si tu es une créatrice de bijoux, admettons, ça peut passer par la manière dont tu vas prendre tes photos, les couleurs des décors qui vont être autour. Et puis ces couleurs de décors, après, ben, tu peux les réutiliser pour en faire une identité visuelle. Ou inversement. Et comme ça, quand on va voir tes photos sur Instagram ou ailleurs, on sait que c'est toi. Et donc on sait que, ah bah, ce joli bijou là, tiens, j'avais envie de retourner sur le compte parce que j'avais vu un truc qui me plaisait la dernière fois. Tu vois, c'est comme ça en fait que tu arrives à fidéliser le client et puis le voir revenir au final. Et comment est-ce que... Alors, je crois déduire la réponse de ce que tu viens de dire, mais comment est-ce que du coup ça va se travailler? Moi, je serais partie de l'identité visuelle, mais j'entends que c'est pas forcément ça le premier point. Comment? Ok, je me dis, ok, je suis une des auditrices ici et j'entends, je me dis, c'est vrai que moi, niveau branding, j'ai pas trop réfléchi. Je fais un peu les choses comme ça, comme elles viennent. Je vais me concentrer là-dessus. On se concentre sur quoi d'abord? Alors, c'est pas bête de partir de l'identité visuelle parce que ça te donne une base. Admettons, tu fais ton identité visuelle, donc tu as une palette colorimétrique, tu as des typos, etc., etc. Mais surtout, je pense que les couleurs, c'est ça qui va définir le reste. En fonction de ça, bah, si tu dois faire des photos, tu sais que tes photos, faudrait qu'elles soient plus dans ces tonalités-là. Par exemple, si tu veux faire des photos de toi, tu sais que par exemple, tu vas choisir les vêtements que tu vas porter ou l'endroit où tu vas shooter ou le fond photo en fonction des couleurs de ton branding. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai fait pour Chromatica. Le fond, on l'avait choisi rose-rouge. Et ensuite, j'ai ajouté des choses, les vêtements que je porte, le maquillage qui a été fait. Tu vois, par exemple, le maquillage, branding, la manière dont je suis coiffée, branding, etc. Les accessoires, tout ça fait partie de ma stratégie de communication. Pour une créatrice, c'est pareil. Comment elle va vouloir mettre en scène ses produits. Donc j'en reviens aux photos où tu vas mettre, je sais pas, peut-être un joli petit papier de soie d'une certaine couleur. Quand tu vas envoyer tes produits aussi, ça passe par l'identité visuelle, mais ça va être du coup la déclinaison de cette identité visuelle sur des petits cartons, des petites cartes, des petits flyers, etc. Et ce qui fait que quand la personne va recevoir le colis,
tu sais, elle est encore une fois immergée dans ton univers. Donc, tu Mm. marques les esprits. Tu veux faire des vidéos promo, admettons. Pareil, tu trouves le moyen d'insuffler un petit peu de couleur de ton branding dedans, des vêtements, des accessoires, etc. Peut-être une manière de t'habiller, une manière de bouger. En fait, ça va être plein de petites choses qui, au final, vont créer ton univers. Il faut penser à ça comme toi, t'es le soleil. Et en fait, chaque élément autour de toi, c'est des planètes qui gravitent. Et puis, bah, en fait, voilà, c'est comme le Marvel Universe. T'as tout qui gravite autour de toi et qui, ensemble, bah, fait une cohérence. Et tu parlais de branding et en commençant cette discussion, tu as parlé aussi du personal branding. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, le branding, admettons, le branding, ça va être parler au nom de ton entreprise. Par exemple, IKEA a un branding, ok? Moi, par exemple, ce que je fais, c'est plus du personal branding. Parce que du coup, et c'est là où ça peut être plus en cohérence pour des créatrices, ça te permet quand même d'insuffler à ton identité globale une partie de toi-même. Là, vraiment, c'est toi que tu vas marketer, en fait. En tant que créatrice, c'est toi que tu marketes. C'est ton savoir-faire, c'est ton cerveau, c'est tes mains. Après, forcément, si tu as une entreprise qui rayonne de manière beaucoup plus importante, là, on parle de branding. Mais le personal branding, c'est vraiment ce qui va toucher à l'individu. Et c'est comme si toi, tu étais ton propre produit. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent connaître Geneviève Gauvin, qui est, à mon sens, et je le disais dans un épisode de Chromatica, actuellement la queen du personal branding parce qu'elle a créé un personnage ultra coloré, ultra électrique. Et toute sa communication tourne autour de ça. Et ça va être quand elle va parler, quand elle va faire des posts, des événements qu'elle organise, la manière dont elle est habillée quand elle se déplace. Enfin, je veux dire, c'est pas Elle tout le parle monde qui... d'ailleurs d'alter ego. Ouais. Donc, Alors c'est après, vraiment... le fait de créer un alter ego, c'est encore un autre truc. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que t'as des gens qui vont être capables de suivre sur la longueur et d'autres, en fait, qui vont se perdre là-dedans. Il y a quand même un concept assez dangereux avec l'alter ego, mais ça, c'est un autre débat. Dans tous les cas, ouais, le personal branding, c'est se mettre en avant, enfin, mais sans aller trop loin, jusqu'à rentrer dans les choses qui sont un peu personnelles, tu vois. C'est Oui. pas parce que tu fais du personal branding que tu dois mettre des photos de tes enfants tous les 4 matins sur Instagram. Non, 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 bien sûr. Mais encore une fois, c'est du personal branding, mais on choisit ce qu'on met en avant. On n'est pas. Et c'est là où je trouve que pour les créatrices, c'est très intéressant de connaître l'existence de ces concepts, parce que souvent, quand tu es créatrice, forcément, comme tu dis, le travail c'est toi, que ce soit la création, l'exécution, et donc tu pars du principe que tes valeurs sont les valeurs de ta marque, ce qui n'est pas forcément le cas. Après, oui, tu as le droit de partager les valeurs de ta marque, mais c'est pas forcément tes valeurs personnelles qui vont être les Mm, valeurs que tu voudras mettre en avant dans ta marque. Et tu vas, en tant que créatrice, peut-être privilégier des valeurs qui sont assez consensuelles, mais malgré tout qui tournent autour de l'authenticité. Et quand tu te dis authenticité, tu vas te dire, bah oui, authenticité, ça doit être moi, je peux pas mentir, ça doit être qui je suis. Et c'est là où je pense que tu peux des fois basculer dans ce côté ben, je dois tout montrer, je dois tout dire de moi personnellement. Alors que tu as tout à fait le droit, je pense, et je crois, alors, à mon sens, mais je suis pas du tout une professionnelle, c'est vraiment de ce que j'ai pu constater. Pour moi, tu pars des valeurs et tu dois d'abord bien définir les valeurs de ta marque. Encore une fois, qui doivent pas être tes valeurs à toi. Alors forcément, oui, dans l'artisanat ou dans le fait main, ça va pas être aux antipodes non plus, mais peut-être qu'on peut laisser tomber ces notions ultra consensuelles de bienveillance qui sont là tout le temps pour tout le monde et passer à des notions un petit peu plus intéressantes pour pouvoir réfléchir ensuite à une communication là autour. Et en partant de ces valeurs-là, te dire, OK, mon personal branding, il va discuter, il va mettre en avant ces points-là. mm. Et du coup, je peux aussi décider de parler de certaines choses et pas d'autres. Et c'est pas mentir à sa clientèle ou à ses clients ou à ses prospects que de ne pas forcément montrer les photos de son dernier nouveau-né ou de ses animaux, même si, encore une fois, il y a pas de mal à le faire si ça fait partie de quelque chose qui a été réfléchi et qui est cohérent. Mais on peut distinguer, tout ça pour dire qu'on peut distinguer et rester authentique. On peut Mm. distinguer la personne qu'on est vraiment et les valeurs qu'on a envie de faire porter à sa marque, même si c'est une marque personnelle. Et c'est là où le personal branding peut peut-être aider à mettre les limites. Je sais pas ce Clairement. que tu en penses, mais ça,
à réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en avant. On peut aussi réfléchir à ce qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avant, en sachant que ça va toujours tourner autour d'en fait ce qui va parler à ta cible. Est-ce que ta cible, ça l'intéresse de voir tes enfants? Auquel cas, ben, pourquoi pas si c'est pas un problème pour toi? Ou est-ce que non, en fait, pas du tout? Mm, Et on parle des enfants ou des animaux, mais ça peut évidemment être toute autre sorte de sujet. Et est-ce que toi, tu connais des marques qui ont réussi à se distinguer comme ça? Tu me parlais tout à l'heure de De Make Make My My Lemon. Lemonade. Ouais. Ouais. Ouais, du coup, bah, il y a cette marque-là. Alors après, je pense que j'en connais beaucoup d'autres, mais qui me reviennent pas à l'esprit tout de suite. C'est toujours comme ça, de toute façon. Mais ouais, Lisa Gachet a commencé, c'était un petit blog de DIY. Et en fait, elle a créé, donc, du coup, Make My Lemonade. Et elle avait une identité qui était somme toute, normale, mais tu sais, qui était un petit peu, tu connaissais pas beaucoup de choses d'elle, en fait. Il y avait, tu sais, c'était du personal branding et en même temps, c'était pas, enfin, elle partageait pas à outrance des choses sur sa vie. Et en fait, petit à petit, on a vu cette marque grossir et devenir aujourd'hui la marque de vêtements et d'objets pour la maison qu'elle est aujourd'hui, et toujours avec une identité visuelle forte, assumée et qui lui ressemble. Parce que c'est vrai que tu regardes tous les reportages qui sont faits sur ses appartements, etc., etc. T'as toujours en fait quelque chose qui est en cohérence avec sa marque. Il y a toujours ce côté super bold, super coloré, etc. Et donc, du coup, personal branding, branding de la marque, ça s'est un peu croisé chez Lisa. Et je trouve que c'est très cool. Et tu vois, c'est ça, en fait, ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est que ton branding, ton personal branding, ça grandit avec toi. Et ça rayonne autour du rayonnement de ton entreprise. Il faut de toute façon, enfin, c'est vraiment comme, je sais pas comment je pourrais l'imaginer. Quelque chose que t'aimes à un instant T et que tu gardes toute ta vie. Tu vois, mais tu le fais grandir avec toi. Voilà. Je Mhm. sais pas bien l'expliquer. Du coup, là, il y a un côté ésotérique dans ce que je veux dire. Mais en fait, moi, je retiens de ce que tu nous dis que tout peut être utilisé tant que ça reste en cohérence avec ce qu'on a envie de transmettre en tant que marque, pas en tant que personne, mais en tant que marque. Et même si on a une marque personnelle, il y a moyen de distinguer les deux. Et ce branding, alors le branding, moi, je le comprends dans ce que tu expliques comme quelque chose de plus les grosses boîtes pour les boîtes qui ne sont pas directement liées à une personne et le personal branding plus quelque chose qui pourrait être un concept qu'on attribuerait plus facilement à une créatrice. Mais je comprends aussi qu'en fait, ça peut être un choix stratégique d'être une créatrice ou une entrepreneuse créative et de décider de partir sur un branding plutôt qu'un personal branding si on a envie peut-être de donner une image plus détachée et moins je partage les coulisses de qui je suis en tant que personne qui va coudre de mes mains ou qui va réaliser des bijoux de mes mains. En fait, en soi, tout est stratégie. Et quand je dis stratégie, c'est pas dans le sens péjoratif du terme forcément, mais c'est dans le sens tout est à réfléchir et tout est un choix qui va positionner la marque différemment et qui va permettre d'être lu différemment aussi. C'est absolument ça. De plus en plus aujourd'hui, les gens font ça. Et tu vois, ce que tu dis, c'est très cohérent dans le sens où tu as des marques qui vont opter pour un branding qui va les propulser au sommet. Mais en fait, si tu veux, ce qui est derrière ne suit pas. C'est là où le branding, le personal branding et le graphisme jouent un rôle qui est super important et qui peut faire toute la différence. C'est que c'est un petit peu comme le masque que tu mets. C'est la façade que tu présentes au monde, en fait. Et la manière dont elle va être reçue, si ça suit pas derrière, si toi, ton taf derrière ne suit pas, tu te tires une balle dans le pied et tu te plantes. T'as énormément de marques qui ont fait ça. La dernière en date, et j'adore cet exemple-là, c'est Guerlain. Avec leur Ça crème fait un tollé quantique. avec leur crème, oui, leur crème quantique, tu vois. Eux, ils ont poussé le... Alors là, pour le coup, c'est du marketing, mais le branding est une stratégie, un marketing dans tous les cas. On est sur une marque qui est censée donner confiance parce qu'elle est là depuis des dizaines d'années. Je veux dire, il n'y a pas une nana qui a pas un produit Guerlain dans sa salle de bain, même si c'est très onéreux. Mais ta maman ou ta grand-maman ont forcément du Guerlain chez elle. Et là, ils sont allés pondre un truc qui est genre du bullshit, du turbo bullshit, même si j'ose dire. Tout ça parce qu'ils ont voulu surfer sur une vague. Alors, quelle vague, on sait pas. Et au final, ils ont provoqué un tollé médiatique, mais de dingue. Et ils se sont boités, mais comme Jaja. Ah ouais, non, c'est. Et pour moi, C'est... c'est Et incompréhensible. du Hein. coup... Ah oui, non, mais enfin, vraiment, je sais pas qui est le directeur marketing, mais enfin, j'espère qu'il a été viré depuis, hein. Enfin, je m'explique pas non plus ce qui s'est passé. À cette échelle-là, tu vois, c'est ça. C'est qu'à cette échelle-là,
pour une marque qui connaît autant son marché, qui connaît sa clientèle, qui a déjà une clientèle qui est super fidèle, se risquer à faire un truc comme ça. Et le pire, c'est que c'est juste à cause d'un mot qui se sont boités. C'est avec le mot quantique. Ils auraient tourné ça d'une autre manière, en parlant de neutrons, de photons, de je sais pas quoi, là. Potentiellement, ça aurait fonctionné. Parce que t'as toujours des nanas qui sont en mode genre, oui, la science, machin, tout ça et tout. Même si t'as que du bullshit qui n'est pas scientifique derrière, t'aurais toujours eu des gens qui auraient acheté ça. Alors, juste pour résumer un petit peu, pour celles qui n'auraient pas entendu de quoi il s'agit, et tu me dis si je me trompe, parce que j'ai suivi dans les grandes lignes, mais c'est Guerlain qui a lancé un nouveau produit de Orchidée Impériale, qui est une de leurs gammes qui est ultra chère. Et donc, ils ont lancé une crème qui, soi-disant, était avec de la science quantique, quelque chose comme ça. De la vraie science quantique, ouais. Qui révèle la lumière de ta peau. Exactement. Et c'est là où tu as même le monde scientifique qui s'est insurgé. Hein. Il y a vraiment des scientifiques qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, on ne parle pas de science quantique, mais on parle de physique quantique. Et vraiment, ils se sont ramassés parce qu'ils ont utilisé un mot qui était... Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu donner comme aura à cette crème, mais bon, ça, c'est pas passé. C'est sûr que c'est pas passé. Je pense que c'était pour justifier le prix. Quand tu vends un pot de crème à plus de 600 €, si tu donnes pas un mot qui justifie ça, tu vends pas. Mais c'est là où tu vois, par exemple, on en arrive à un sujet qui est intéressant, le prix de ton produit, le branding, le personal branding, l'identité visuelle peut, de temps en temps, prendre ton produit par la main et donner une justification au client vis-à-vis du prix. Alors, c'est là où, justement, derrière, il faut pas se boiter. Si tu vends des produits que tu as achetés sur Wish, enfin, même si je crois que Wish n'existe plus, et que ton branding a fait croire aux gens que ton truc c'était top qualité, que tu l'as fait toi-même, etc., c'est sûr que tu vas avoir une vague de personnes qui vont être mécontentes derrière. Si tu fais un branding qui va avec la qualité de tes produits et que tu fais évoluer tes produits que tu fais main et que tu fais évoluer tout ça parce que petit à petit tu utilises par exemple des bois qui vont être beaucoup plus onéreux, etc., et que tes produits gagnent en qualité, tu fais évoluer ton branding en fonction de la qualité des produits que tu vends. Ah, mais je suis persuadée que le même produit marketé différemment avec une identité visuelle exactement. Tu le vends pas de la même manière. Tu peux vendre le même produit 10 fois plus cher sans aucun souci, je crois. Après, comme tu dis, il faut pas se foirer derrière. Si tu proposes quelque chose avec un savoir-faire et une connaissance ancestrale de je ne sais quoi, bon, t'as intérêt à ce que le produit arrive bien fini et nickel. Mais c'est sûr que ton même produit bien fini nickel, tu peux aussi justifier un prix qui est beaucoup moins important. Enfin, justifier. Tu pourras le vendre à un prix beaucoup moins onéreux parce que l'identité visuelle va faire que les gens risquent de se dire plus cher que ça, j'aurais pas mis dans ce produit. Alors que clairement, c'est sûr. Clairement. Mais écoute, c'est super important. Je pense que moi, je pourrais parler pendant des heures comme ça, mais et je voulais te remercier d'avoir partagé toutes tes connaissances, toute ton expertise à ce sujet-là. Et j'espère que ça va inviter les auditrices et les créatrices et entrepreneuses créatives à réfléchir à ces concepts. J'avais envie de terminer en te posant deux dernières petites questions. Alors aujourd'hui, on a parlé d'identité visuelle et de branding et de personal branding. Et j'aurais aimé te demander ce qui, pour toi, serait le conseil le plus important à garder pour justement les auditrices de Créatrice Power. Ne pas négliger une bonne identité visuelle ou un bon branding ou un bon personal branding parce que c'est vraiment ce qui peut faire toute la différence et ce qui peut donner plus de poids à un projet. Ça peut générer beaucoup plus de ventes. C'est vraiment un outil qui est super important. Et ça peut permettre à une entreprise de décoller, comme ça peut permettre à une entreprise qui est très bien installée de ne pas décoller et de tomber en désuétude. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, ma dernière petite question serait de te demander si tu devais me recommander une nana ou quelqu'un qui pourrait être inspirant pour les auditrices de Créatrice Power, que ce soit quelqu'un qui a lancé sa marque ou quelqu'un qui pourrait aider les créatrices d'un point de vue plus expert, qui est-ce que ce serait? Alors, celle qui me vient en tête tout de suite, c'est Marion, du compte Moments par Marion, qui est une photographe spécialisée en personal branding, qui fait des photos aux petits oignons et qui étudie chaque projet de ses clients avant de faire les séances photos. Et du coup, à chaque fois,
on retrouve vraiment le personal branding ou le branding des personnes dans les photos, que ce soit dans le choix des endroits où elle shoot les gens, aux conseils qu'elle donne pour les vêtements, etc. Je pense qu'il n'y a pas meilleur photographe aujourd'hui pour faire des photos pour sa marque. Voilà, vraiment quelque chose de trop cool. Super. Eh bien, merci mille fois à toi. Encore une fois, j'ai passé un super moment. Si vous souhaitez retrouver Madeleine sur les réseaux et en ligne, vous trouverez toutes les informations en description de cet épisode. Madeleine, un tout grand merci à toi et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration, connaissance et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Créatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de 1001 façons pour faire briller ta créativité et réaliser tes rêves. À bientôt.